Trump n'est pas seul, parce qu'on va voir avec vous, Alexia, qu'un personnage très important, très puissant, toujours plus, Elon Musk, donne aussi des signes un peu ambigus avec sa fameuse boîte, avec sa plateforme Starlink. Oui, Starlink est utilisé sur le front ukrainien par les Russes. Le service de renseignement militaire ukrainien le confirme. On le voit d'ailleurs sur ces images. Les Russes disposent bien de ces terminaux Starlink sur le front. Il s'agit, souvenez-vous, du fournisseur d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk. Un échange entre deux militaires russes le confirme. Écoutez. Oui, ils l'ont fait. Ils ont installé l'application, je leur ai tout expliqué. Starlink fonctionne, il y a de l'Internet. Y a-t-il de l'Internet entre les ponts Wi-Fi? Oui, il y en a. Et l'utilisation serait, selon les services de renseignement ukrainiens, de plus en plus fréquente. Oui, des cas d'utilisation de ces appareils par les occupants russes ont été enregistrés. Cela commence à prendre un caractère systémique. C'est ce que dit le porte-parole du renseignement du service militaire. Selon Kiev, les terminaux Starlink avec des comptes activés seraient en fait massivement fournis à la Russie via Dubaï et ils fonctionnent sur le front. Ce soir, à 20h, Elon Musk se défend sur Twitter. Voici ce qu'il dit. Un certain nombre de fausses informations affirment que SpaceX vend des terminaux Starlink à la Russie. C'est catégoriquement faux. À notre connaissance, aucun Starlink n'a été vendu directement ou indirectement à la Russie. Quelques heures plus tôt, Starlink se défendait, se justifiait. Ces terminaux ne fonctionneraient pas dans cette zone. Mais c'est faux parce que les Russes les utilisent, on le voit ici, et les Ukrainiens aussi. Souvenez-vous, au moment de la libération de Kherson, notamment, on avait vu des civils réussir à passer des coups de fil grâce à Starlink. Des journalistes russes indépendants ont trouvé sur Internet plusieurs sites qui proposent des terminaux Starlink avec des comptes activés pour 3 000 € avec abonnement Internet pour 92 € par mois. Elon Musk, en effet, il a parfois un comportement ambivalent vis-à-vis de l'Ukraine. Preuve en est ce soir avec son Starlink. En 2022, souvenez-vous, il avait coupé son réseau au moment d'une attaque ukrainienne sur le pont de Sébastopol, faisant capoter l'opération. Merci Alexia. L'avenir démêlera exactement si oui ou non Starlink est proposé aux Russes, mais indépendamment de ça, vous en tout cas, parliez ils déjà arrivent à y avoir accès. Et les ambiguïtés dont vous parlez, est-ce qu'il est pour vous, Oksana, un ami ou un ennemi? Vous avez dit qu'il a passé les messages ambigus, mais vous savez, Elon Musk, il est ambigu en lui-même. On a vu tous qu'est-ce qui s'est passé avec ses soirées et tout ça. Donc, on a vécu quand même les trucs atroces avec lui. Vous vous souvenez, il y avait un moment quand on a attaqué beaucoup en Crimée les bateaux. Et les bateaux en Crimée, c'est les bateaux à partir de laquelle il y a tous les missiles qui partent pour détruire l'Ukraine. Et on a eu toute une opération pour détruire tous ces bateaux au fur et à mesure. Et au moment quand notre drone maritime ont arrivé presque vers le cible, les Starlink étaient coupés. Il s'est arrivé plusieurs fois. Oui. Donc, on a vécu avec lui déjà plein de choses et on a même à s'adresser aux Américains pour demander mais est-ce que vous pouvez calmer votre cher Elon Musk parce que c'est pas possible. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec les Starlink qui sont en Ukraine actuellement, en fait, ça c'est une autre version si vous voulez. Pour les Américains, il y a les frontières, il y a la Russie, il y a l'Ukraine. Pour les gens qui gèrent la compagnie X qui gère les Starlink, ils peuvent ne pas connaître qu'il y a quand même la ligne d'occupation et que les occupants russes se trouvent sur le territoire ukrainien. Donc, quand ils éteignent ou quand ils branchent leur satellite, il suffit pour eux dans leur tête qu'ils sont sur le sol ukrainien sans faire attention que c'est les territoires occupés. Je me fais l'avocat du diable. Musk dit, si Starlink fonctionne, si en tout cas au moment de l'opération de Sébastopol, ça avait fonctionné, j'aurais participé au décès de centaines de soldats. Est-ce que... milliers des Ukrainiens, ça il s'en fout. Alors, peut-être qu'il le fait pour les Ukrainiens, mais est-ce que vous pouvez entendre éventuellement qu'un patron d'une société privée avance ce type d'argument ou pour vous c'est inentendable? C'est inattendable déjà, et puis ce qui est inattendable non plus, c'est la personne comme lui gère quand même les appareils vraiment stratégiques qui ne concernent pas seulement son pays. Mais comment c'est possible que ce n'est pas l'État qui gère ce genre de choses? Je pense que ça, c'est une question majeure. Est-ce qu'on peut se permettre que la personne privée, en plus ambiguë, gère les appareils pareils? Tradition américaine, n'est-ce pas? Il faut rappeler que Halliburton, par exemple, qui est proche de certains républicains, avait été très actif pendant l'invasion de l'Irak.
Donc il y a toujours eu une partie de guerre privée dans les côtés militaires ou paramilitaires des Américains. C'est une des dimensions de la guerre. Juste un mot, ce que Vladimir Poutine a dit dans son interview à propos d'Elon Musk. Il a dit « Impossible d'arrêter Elon Musk, c'est un homme intelligent et c'est un homme avec qui il vaut mieux se mettre d'accord. » Très intéressant. Écoutons ce son. Et dans la série des messages discrets, moins discrets que Poutine a envoyés, il y a évidemment Musk qui a pris une dimension incroyable et qui a quelque chose d'un peu flottant dans sa relation avec les Russes. Écoutez-le. Ils ont signalé qu'Elon Musk s'était déjà fait implanter un vaisseau dans le cerveau humain aux États-Unis. Et qu'en pensez-vous? Je pense qu'on ne peut pas arrêter Elon Musk. Il fera ce qu'il veut. Néanmoins, vous devez trouver un terrain d'entente avec lui. Chercher des moyens de le persuader. Je pense que c'est une personne intelligente. Je le crois vraiment. Vous devez donc parvenir à un accord avec lui, car ce processus doit être formalisé en respectant certaines règles. Voilà. Qui est Elon Musk? Au-delà de sa personne, est-ce qu'il incarne une certaine Amérique qui, en réalité, tradition kissingerienne et bien avant ça, veut s'entendre à la fin, peut-être quand même, avec la Russie, comme elle s'entend avec la Chine, tout en étant adversaire. Il y a toujours cette ambiguïté. Oui, il y a peut-être simplement la prise en compte d'un rapport de force, dont Musk, qui est tout sauf un imbécile, considère qu'il est favorable à la Russie, parce que la Russie, c'est 143 millions d'habitants contre 43 millions d'Ukrainiens, parce que c'est un grand pays, parce qu'il y a une économie de guerre, parce qu'il fabrique beaucoup d'obus. Et c'est intéressant parce que l'interview de Poutine, là, qu'on vient de voir, où est-ce qu'elle est diffusée? Elle n'est pas diffusée sur Fox News, elle est diffusée sur les réseaux sociaux, dont X. Et voilà, dont X, celui de... Il était très fier, n'est-ce pas? On l'a vu sur Internet. Lui et ses soutiens étaient très fiers de dire, voilà, maintenant c'est X qui est le réseau des réseaux. Alors après, la difficulté, c'est de savoir, est-ce que tout cela relève simplement d'un opportunisme de business, ou est-ce qu'il y a un engagement idéologique derrière? Alors, petite parenthèse technique, vous êtes avec nous, Jean-Daniel Testé, c'est intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Vous êtes président d'Aerospace Lab France, ancien commandant interarmée de l'espace. Est-ce qu'on a un moyen de savoir si effectivement, on ne va pas faire l'enquête ici sur le coin d'une table, mais Musk aide ou non les Russes, ou bien est-ce que c'est compliqué? C'est très compliqué, ne serait-ce que pour une chose toute simple, c'est qu'aujourd'hui, il y avait plus, vous l'avez dit tout à l'heure, plus d'une vingtaine de milliers de terminaux, peut-être certainement plus de terminaux Starlink qui ont été distribués en Ukraine et qui ont aidé les forces ukrainiennes. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de savoir si ces 25 000 ou 20 000 terminaux sont toujours aux mains des forces ukrainiennes ou si certains ont été capturés par les Russes. Et là, ça pourrait expliquer des choses. C'est-à-dire que si les Russes ont mis la main sur des terminaux qui appartenaient avant à l'armée ukrainienne, les zones, c'est très difficile, vu l'imbrication des forces, de couper le signal individuellement sur un terminal. Encore faut-il que le terminal ait été identifié au départ pour bien dire qu'il est tombé aux mains des Russes, et ça, c'est pas un moment... Juste pour comprendre concrètement, sur le terrain, pardon, je vous interromps, mais sur le terrain, concrètement, Starlink, quel est l'avantage pour l'armée russe? Est-ce que vraiment ça peut changer quelque chose, ou est-ce que c'est nous, en tant qu'Occidentaux, qui fantasmons finalement ce qui se passe? Non, je pense que effectivement le Starlink est un plus pour des forces ukrainiennes parce qu'il y a eu des soucis de communication et c'est pour eux, c'est vraiment un soutien indispensable. Enfin, un service équivalent à Starlink ou Starlink. Après, la question qu'on peut se poser, c'est les Russes avaient tout le budget de la défense, qui était le budget spatial en particulier, qu'ils ont investi depuis de nombreuses années. Ils n'ont pas de système équivalent. Donc, ça montre une faiblesse de ce côté-là. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas de système équivalent à Starlink, qui, je le rappelle, est un système commercial, n'est pas un système militaire au départ. Donc, effectivement, je ne pense pas que ça puisse donner un avantage significatif aux Russes dans les opérations en cours.